Bien sûr que pour faire grandir un business, il faut aligner une certaine quantité de travail, mais jusqu'à un certain seuil. Et ce qui se passe avec la plupart des entrepreneurs qui sont sous l'eau, c'est qu'ils dépassent ce seuil. C'est l'analogie du bocal dans lequel on essaie de faire entrer des grosses pierres, des moyennes pierres, des petits cailloux et du sable. Si tu commences par le sable, c'est-à-dire les ennuis du quotidien qui vont être là quoi qu'il arrive, tu rentreras jamais les grosses pierres qui sont les trucs les plus importants de la semaine. Voilà, Fabien, tu souris, tu sais de Je quoi sais je ce que tu parlais. vas dire. Allez, je te la laisse. Vas-y, allez pour toi. Je pense que Raphaël pourrait finir ma phrase. Il n'y a pas de projet trop ambitieux. Que des deadlines trop courtes. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Structure, le podcast qui libère l'entrepreneur tout en décuplant le potentiel de croissance de son entreprise. Je suis Romain Collignon, le fondateur de Squared, et ce que je vous propose dans ce podcast, c'est de prendre part à une conversation. Une conversation où on est entre nous, avec mon équipe ou avec des invités triés sur le volet, pour vous partager toutes nos coulisses et où évidemment la structure, au service de la liberté et de la croissance de l'entrepreneur, ne sera jamais très loin. Alors, la conversation du jour, c'est la réponse à l'une de vos questions. Venez d'ailleurs me les poser sur Instagram ou sur LinkedIn, j'adore vous lire et j'adore vous répondre. Et en plus, ça me donne un très bon prétexte pour vous offrir des épisodes comme celui que vous vous apprêtez à écouter. Allez, c'est parti. Eh bien, je vous propose aujourd'hui de terminer cette série avec nos chers Raphaël Torel et Fabien Matt. Nos super coachs des masterminds et aussi super coachs dans l'industrie de l'infoprenariat. D'ailleurs, j'ai oublié de vous demander comment on peut vous joindre facilement si on veut un petit peu creuser toutes les questions qu'on a pu aborder ensemble au cours des précédents épisodes. Raphaël, c'est quoi le meilleur moyen pour te contacter ? Le moyen le plus direct, c'est probablement sur Instagram, qui est raphaël.torel, ou sur mon site, qui est raphaeltorel.com, et qui a un formulaire de contact aussi, où il y a plus d'infos. Top. Et toi, Fabien ? Et moi, de mon côté, Instagram aussi, donc fabien.mat, LinkedIn Avec aussi, 2T. MA2TE, Mhm. ou sur mon podcast aussi, qui s'appelle Croissance, donc qui est sur toutes les plateformes. Croissance en un seul mot. Voilà, parce que je suis sûr, là, on nous écoute et on nous dit « Ah, ok, là, ils ont terminé la série. Bon, on en refera d'autres, hein, soyez rassurés. Mais comme ça, au moins, ça permet à nos auditeurs de prolonger le plaisir avec vos propres plateformes. Yes. Donc, dernier épisode que j'ai envie d'intituler « Sortir la tête de l'eau ». Sortir de la tête de l'eau pour un entrepreneur, un chef d'entreprise, surtout quand il est face à l'épuisement, burn-out. Dans tous les cas, nous, c'est le temps, de manière globale, c'est une matière, c'est un élément central avec lequel on joue et on articule toutes nos activités chez Square, donc que ce soit à travers nos masterminds où notre priorité, c'est de libérer le temps de l'entrepreneur pour qu'il puisse consacrer ce temps dans des nouvelles activités de croissance, mais aussi avec l'agence Fractional qui consiste à mettre aux côtés des chefs d'entreprise un bras droit, un directeur opérationnel qui libère son temps de la même manière. Et voilà, on voit régulièrement, même si on fait tout pour éviter ça, notamment dans le Mastermind 67, peut-être un petit peu moins dans le 78, mais des entrepreneurs qui sont littéralement sous l'eau. Et il n'est pas rare, Fabien, Raphaël, que vous ayez des sessions de coaching dans lesquelles vous aidez nos membres qui viennent vous voir, qui sont en train de boire la tasse, et vous les aidez juste déjà à prendre une grande respiration, à repartir avec un peu plus de légèreté, de sérénité, et puis aussi des actions correctrices pour pas que ça revienne. Mais voilà, j'ai plusieurs questions à vous poser autour de ça. C'est qu'est-ce qui fait qu'un entrepreneur peut se retrouver sous l'eau ? Est-ce qu'il y a des patterns ? Est-ce qu'il y a des choses que vous voyez de manière un petit peu générique ? Et aussi, quand on vient vous voir avec ce côté ok, j'en peux plus, c'est quoi l'attitude que vous adoptez face à ce type d'échange ? Je pense, il y a beaucoup de choses dont on a parlé en fin de compte dans les épisodes précédents, mais déjà c'est parfait, ça va conclure. Ouais, voilà. Déjà le manque de focus. Tu vois, ça c'est une phrase d'ailleurs que tu dis. Les entreprises, les startups meurent plus souvent d'indigestion que de famine. Elles meurent de ne pas avoir su dire non à cette chose. Et on peut faire le lien avec l'objet brillant dont on parlait dans l'épisode précédent. Voilà. Donc ça, c'est clairement un facteur aggravant de ne pas mettre assez d'énergie à être focus. Donc de ne pas prendre, ou mettre assez d'attention sur ce point-là. Ensuite, il y a le manque de clarté, et ça rejoint directement le point dont on parlait précédemment aussi avec Raphaël. C'est quoi ma définition de la réussite ? C'est quoi la réussite de l'environnement dans lequel je suis, ou des gens de mon industrie ou de la société ? Non, c'est ma réussite à moi. Et c'est quoi ma vie idéale ? Versus le je veux le million, mais je ne sais pas trop pourquoi. Ce qui permet de dire non d'une certaine manière, c'est ça ?
Bah, ce qui te permet d'être focus à nouveau. C'est-à-dire que quand tu sais où tu vas, ben, c'est plus facile, d'avoir un vent favorable pour y aller, quoi. Voilà. Donc, et c'est un facteur aggravant de ne pas le savoir, en fait. Parce que là, on est dans les facteurs aggravants qui vont te faire boire la tasse. Eh bien, c'est ce côté, je vais partir à droite, à gauche et courir deux lièvres, ou voire plusieurs à la fois. Euh, Après, il y a encore, et là, je pense que Raphaël, tu pourras abonder dans d'autres exemples, mais les choses que je vois souvent, c'est le perfectionnisme. C'est quelque chose qui est quand même très commun dans notre industrie d'experts preneurs, des personnes qui ont envie de transmettre. Et, et pour moi, il y a deux sous-jacents à ça. Il y a le driver motivationnel soit parfait, qui est très puissant, qui est très fort, qui est très ancré dans notre société judéo-chrétienne de base, hein, et dans notre système scolaire. Il y a un autre sous-jacent qui est très courant, c'est la peur de la critique, on en a parlé aussi. À l'école, avoir de mauvaises notes, ben, c'est mal. On rentre à la maison et les parents, on a l'impression qu'ils nous aiment plus. Et en fait, ça, c'est engrammé en nous. Et finalement, ça nous dessert et ça peut venir très très loin dans notre vie quotidienne d'entrepreneur. Donc voilà, mettre de la lumière déjà sur ça et en sortir. Après, j'ai encore d'autres exemples, mais je ne veux pas truster la parole. Je pense que toi, Raph, tu as probablement une vision aussi de ça. Ouais, bah, déjà, je te rejoins sur tout ce que tu viens de dire, en particulier sur le perfectionnisme. Et un truc, bah, tu connais ma passion pour le mindset et pour aller à l'origine des choses. Un truc que j'observe vraiment, c'est que quels que soient les symptômes qu'on observe, tu vois, que ce soit le micromanagement, le fait de se fixer des deadlines qui sont trop courtes, le fait de faire des horaires qui sont trop gros, enfin, ce qui contribue à faire qu'un entrepreneur, en tout cas en apparence, est sous l'eau. Moi, ce que j'observe, c'est que vraiment, dans une grande majorité des cas, que ce soit chez les entrepreneurs que j'ai accompagnés dans le Mastermind 67 ou ailleurs, il y a une croyance à la racine de tout ça qui ressemble à je dois montrer que j'en chie pour être un CEO qui est respecté. Je dois montrer que je suis sur le pont, je dois montrer que je travaille plus que tous les autres et que tous les membres de mon équipe, je dois montrer que c'est moi le plus motivé, parce que imagine, si je m'autorise à prendre du temps libre ou avoir un équilibre de vie, ben, quel message est-ce que j'envoie à mes équipes? Tout partira à volo, Mmh. etc. Je Ils vont plus grossis un peu le bosser. trait, voilà, je grossis un peu le trait, mais pour moi, c'est la croyance racine qui fait que d'une façon ou d'une autre, les CEO et les entrepreneurs qu'on accompagne vont travailler plus que nécessaire. Attention, je ne dis pas que c'est pas une question de travailler beaucoup. C'est-à-dire que bien sûr que pour faire grandir un business, souvent, il faut aligner une certaine quantité de travail. Mais jusqu'à un certain seuil. Et ce qui se passe avec la plupart des entrepreneurs qui sont solo, c'est qu'ils dépassent ce seuil, parfois sans s'en rendre compte, pour préserver une identité qui se sont créées de moi je suis le mec fiable, je suis celui qui assure pour ses équipes, je suis celui qui est là, et qui du coup, bah, évidemment, se retrouvent solo parce que ils se retrouvent à micromanager, parfois à manquer de confiance en leur équipe et donc à en faire encore plus pour être derrière eux, etc. Donc, comme d'hab, le travail, il se fait à la racine en allant identifier ce qui te fait penser que tu dois souffrir pour être un CEO respecté. C'est ce que j'appelle l'effervescence versus l'efficience. Hmm. L'effervescence, ça fourmille, il faut se sentir Mm. occupé. Mais c'est. Vous savez d'où vient cette croyance, je dois en chier pour être un bon CEO et respecté? Bah, le succès se mérite. C'est très judéo-chrétien, ça aussi. C'est vraiment, c'est dans notre éducation profonde. C'est dans ça ruisselle dans toutes les petites sphères et toutes les petites couches de notre éducation et de nos expériences en tant qu'enfant. Enfin, c'est ma vision, hein. Je sais pas ce que tu en penses, Raph, mais Ouais, je pense que ça, enfin, ça va bien au-delà de l'entrepreneuriat en fait. C'est juste que tout ce qu'on entend de l'argent ça pousse pas sur les arbres, de il faut travailler dur pour mériter son succès, etc. C'est des trucs qui sont effectivement ancrés en nous. Après, attention, ça peut être aussi complètement renforcé par les environnements dans lesquels on a grandi. Tu vois, moi, très souvent, je vois en creusant en coaching que ça vient aussi des messages reçus notamment par les parents si eux-mêmes avaient une valeur travail qui était très forte, ou un besoin de sécurité, ou tu vois, qui transmettent ensuite à leurs enfants, enfants qui deviennent ensuite entrepreneurs parfois, mais qui se trimballent ce truc-là de surtout assure-toi que c'est pas trop facile pour toi. Parce que si c'est trop facile, alors les gens vont dire que tu es un glandeur, ils vont te respecter moins, ils vont moins vouloir travailler avec toi, etc. Ça, c'est un de mes chevaux de bataille principaux, quoi. De fait d'autoriser les entrepreneurs à prendre du plaisir et à ce que les choses soient fluides.
C'est-à-dire, c'est pas parce qu'ils en chient au quotidien qu'ils méritent plus le succès qui leur arrive. Et ça, c'est une chose de le comprendre sur le papier, c'en est une autre de l'incarner. Et à l'inverse, ils méritent le succès tout en étant sur un transat au soleil en se la coulant douce. Si on le retourne, c'est ça que ça veut dire. On a le droit de réussir sans forcer. Bien sûr. Et il y a aussi une zone grise. Il y a aussi une zone grise entre le transat et travailler 90 heures par semaine. Et cette zone grise, c'est en s'assurant que notre temps, il n'est pas dédié que à faire avancer notre boîte, mais qu'il est aussi réparti entre les choses qui nous nourrissent, notre vie de famille, nos loisirs, nos amis, etc., qu'on peut s'assurer que on avance, bien sûr, et on est focus pendant nos heures de travail, mais on s'en rajoute pas juste pour s'auto-flageller. Moi, mon angle sur cette question-là, c'est je dois en chier pour être un bon CEO et donc travailler beaucoup. C'est si je n'en chie pas, je triche. Hmm. Et donc la valeur injustice-justice, elle est aussi très profondément ancrée, en tout cas en ce qui me concerne. Parce que je vais vous confier quelque chose. J'aime bien aller au sport en fin de journée, mais pas en fin de journée à 18h. J'aime bien aller à 16h. Tu vois. Et des fois, je me dis, ouais, mais si je fais ça, ça veut dire que je suis pas en mode j'en chie, quoi. Je seul. Alors, il y a des périodes de travail où je peux pas y aller, mais je sais que. En fait, mon shift a été de me dire, en fait, si je vais pas au sport, c'est comme si je mettais pas de carburant dans la machine, quoi. Et c'est vraiment ça. Donc du coup, je dois y aller. Je suis en train de mettre du carburant dans la machine pour pouvoir justement faire avancer le business. Mais même quand c'est ce que tu as dit, Raphaël, consciemment, on a mis le doigt dessus et on voit le truc, qu'est-ce que ça reste ancré en nous, quoi. Ça reste ancré, ouais. Ah ouais. Je sais pas si toi tu ressens ça, Romain, déjà avec nous et avec tes équipes aussi en général. Ce truc d'être le plus honnête possible en mettant sur la table pourquoi est-ce que c'est important pour toi en tant que CEO de prendre aussi du temps pour toi et de respecter ton écologie personnelle, parce que parfois c'est un sujet tabou qu'on n'ose pas trop aborder, mais qui, en le partageant avec tes équipes, peut en fait renforcer le climat de confiance et montrer à tes collaborateurs que tu les juges pas juste sur la quantité de travail qu'ils alignent, mais aussi que tu reconnais qu'en prenant soin d'eux, ça en fera des meilleurs collaborateurs parce qu'ils seront moins crevés et plus épanouis. Ouais, écoute, par exemple, moi, mes séances de sport, elles sont dans mon calendrier pro. Donc, Mhm. c'est un rendez-vous pro. Donc, comme tout le monde a accès à mon calendrier, on sait. Mais je me rappelle avoir eu des discussions avec Amandine ou Patrice, qui vont régulièrement aussi au sport, sur des temps qu'on pourrait qualifier de travail. Mais en fait, c'est juste de la gestion personnelle de temps, tant que les résultats sont là, in fine. Moi, je sais que c'est la ressource. On remet de la machine, enfin, on remet du carburant dans la machine. Donc, ouais. Mais c'est vrai que là, on est en train de se battre contre des croyances bien ancrées depuis des générations, qui, malgré notre société qui a tendance à un peu plus être lâche et accepter ce genre de choses. Bon. Ouais, il y a un point que tu as mentionné, Raphaël, et peut-être que ça va nous permettre d'ouvrir un autre angle sur cette question de je suis sous l'eau, aidez-moi. C'est que le fait de condenser un maximum de tâches ou de projets dans des périodes de temps trop restreintes. Moi, j'ai remarqué, et je suis le premier responsable aussi pour moi, je veux dire, c'est avoir les yeux plus grands que le ventre, de se dire ce truc-là, ça va rentrer dans tel temps, sans avoir calculé les ressources nécessaires en équipe, etc., temps, focus. Et je dis souvent, et on a plus l'occasion d'en discuter. Voilà, Fabien, tu souris, tu sais de quoi je parlais. C'est... Allez, je te la laisse. Vas-y, allez pour toi. Je pense que Raphaël pourrait finir ma phrase. Il n'y a pas de projet trop ambitieux. Que des deadlines Il y a, trop courts. voilà, il y a que des Exactement. deadlines trop courtes. C'est ça. Et je crois que moi, ça m'aide beaucoup. L'ambition, elle est là. Mais à un moment donné, les deadlines, c'est OK si on les respecte pas. Enfin, faut les garder en tête. Mais en vrai, des fois, on se met la rate au courbouillon juste parce qu'on s'est fixé une deadline imaginaire. Et si on s'était fixé dès le départ 3 jours de plus ou une semaine de plus, en fait, ça serait passé crème. Donc, je pense qu'il y a... des fois, il faut juste relativiser sur le temps qu'on doit accorder, alors temps, ressources, hein, sur un projet, pour un peu plus respirer. Et aussi ne pas attribuer sa seule valeur à la capacité à atteindre les objectifs trop courts qu'on s'était fixés. C'est-à-dire ça aussi, je le vois de plus en plus chez les entrepreneurs avancés, euh, que quand ils se rendent compte qu'il y a une erreur de parcours, qu'ils se sont fixés un truc pour lequel en fait ils n'auront pas le temps, qu'ils ont besoin de plus de ressources, ils n'en font pas une affaire personnelle. C'est-à-dire ils se disent pas ouais je suis un mauvais CEO, je suis un mauvais gestionnaire, ils se disent non ok, il y a un truc que j'ai mal évolué, boucle de feedback, qu'est-ce que j'en apprends, comment est-ce que je fais un petit peu mieux la prochaine fois quand je pose un nouvel objectif. Et ça en termes de mindset, c'est aussi ça qui aide à cultiver de la résilience, c'est-à-dire pas juste d'accepter que parfois on se trompe, mais de ressortir à chaque fois plus fort parce qu'on a fait l'effort d'apprendre ce qui n'a pas bien fonctionné.
Complètement. Et des fois, on peut même l'anticiper avant. Là, en décembre, on avait organisé la Mastermind Week, dont je chapeautais le projet. Et en fait, tellement d'idées pour rendre cet événement dingue que juste il y en a, elles rentraient pas dans le planning. Et ben c'est pas grave, c'est déjà prévu dans les projets de la prochaine. Donc on se met pas la pression pour tenir des deadlines impossibles, on fait les choses bien avec le temps qu'on a, et puis si on a des nouvelles idées, on les met pour plus tard. Ouais. Un truc qui me vient par rapport à ce dont on a parlé là, de comment on occupe son temps, vu que les gens qui sont sous l'eau, souvent, c'est parce qu'ils ont l'impression de trop occuper leur temps. Euh, Quelque chose que j'observe aussi beaucoup, c'est que inconsciemment, il y a des entrepreneurs qui se retrouvent sous l'eau parce que deux choses. Soit ils ne savent pas quoi faire avec le temps qu'ils pourraient libérer s'ils étaient plus efficaces, et ça leur fait peur. Soit il y a une croyance que si j'ai du temps libre ou du temps passé à, entre guillemets, rien faire, c'est qu'il y a un problème. Et donc, du coup, vu que ce temps libre, soit ils en ont peur de ce que ça veut dire sur eux, soit ils ne savent pas à quoi l'occuper parce qu'ils ne se sont jamais vraiment posé la question de qu'est-ce que je veux faire de ma vie hors de mon travail, qui suis-je quand je ne travaille pas, et bien du coup, inconsciemment, ils se bourrent de travail pour s'assurer de jamais avoir à regarder sous le tapis et surtout ne pas aller regarder cette question qui fait peur à beaucoup de monde, qui est, OK, qui je suis en fait quand je travaille pas? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce qui me nourrit le plus dans la vie? Moi, c'est un de mes sujets favoris à traiter en séance parce que souvent, il y a beaucoup de résistance et parce que des entrepreneurs qui cartonnent, souvent, ils se sont définis toute leur vie par leur capacité à travailler et par leur valeur travail. Et donc, quand ils arrivent aux limites de ça, qu'ils voient qu'ils se crament, mais que l'alternative leur fait peur, c'est là qu'on peut tracer un nouveau chemin où il y a du temps libre et où ils s'autorisent à le passer à autre chose qu'à travailler, voire à ne rien faire. Et ça, c'est un travail fascinant. Mais encore une fois, il faut aller à la racine de ce truc-là. Je sais pas si on l'a déjà fait cette question en mastermind, mais si on l'a pas fait, je crois qu'elle fait partie de futurs exercices à faire. C'est effectivement qui je suis quand je ne travaille pas. C'est puissant et c'est vrai que ça fait peur en fait de se dire oh j'ai rien cet après-midi. Quand t'es habité à en trimer, à en chier, tu te dis ah ok, mais je sais pas, qu'est-ce que je fais. Et est-ce que votre conseil, ça serait de déjà d'anticiper ce qu'on pourrait faire dans ce temps libre? Ouais. Il y a ça, il y a anticiper et donc planifier, comme tu disais, Raphaël, qu'est-ce que je vais faire quand j'aurai du temps libre? Parce que sinon ça n'arrivera jamais, hein, c'est la loi de Parkinson. Et puis il y a aussi, heu et là on arrive sur de la structure, hein, c'est, planification. Alors après on peut prendre une méthode comme celle du plan de 90 jours, il y en a d'autres. C'est-à-dire qu'à un moment donné, faire en sorte qu'on n'ait pas une to-do list infinie. Parce que ça, c'est quand même un gros travers de l'entrepreneur qui pousse au débordement, c'est d'avoir une to-do list infinie. C'est-à-dire, ah bah tiens, j'ai 2 heures de libre devant moi, soit un événement qui s'est annulé ou un rendez-vous qui s'est annulé, qu'est-ce que j'en fais? Je prends du temps pour moi ou ah bah tiens, j'en profite pour aller plus vite vers l'objectif et faire des choses que j'avais mises en option et tout. Et en fait, là, si tu es bien structuré, si tu es bien cadré dans ton travail, tu as fini tes tâches de la journée, tu as fini tes tâches de la journée. Point. Et en fait, le meilleur moyen d'avoir du temps libre, c'est d'avoir de la structure. Et c'est ça qui est intéressant, c'est quand on arrive à ce truc un peu contre-intuitif, en posant une structure rigide, on arrive à dégager du temps libre. Ouais. Et ça, c'est un des principes. On n'a jamais fait d'épisode de podcast là-dessus, mais à l'époque, j'avais fait une vidéo YouTube sur les fameux Free Days, Focus Days Mm. et Mmh. Buffer Days. C'est comment dans ta semaine, déjà tu répartis des jours ou des demi-journées en fonction des différents types d'activités. Et le premier conseil qu'on donne, c'est mets d'abord tes Free Days. Mets d'abord tes Mm. activités de free time. C'est pour ça que là, mon sport, il est dans le calendrier pro et c'est le truc qui se répète chaque semaine. Parce que effectivement, si on le fait pas, bah, ça va être tout de suite remplacé par du boulot. C'est l'analogie du bocal dans lequel on essaie de faire entrer des grosses pierres, des moyennes pierres, des petits cailloux et du sable. Si tu commences par le sable, c'est-à-dire les ennuis du quotidien qui vont être là quoi qu'il arrive, tu rentreras jamais les grosses pierres qui sont les trucs les plus importants de la semaine. Donc, il faut commencer par les trucs les plus importants, le sport, le bien-être de la famille, dormir, manger. Mm. Voilà, commence par ça et ensuite le reste rentrera. Ouais, ouais. Et pour répondre à ta question, Romain, de est-ce que c'est recommandable de d'abord décider à quoi on veut utiliser ce temps, moi, ma réponse, c'est un très, très, très grand oui, parce que tant qu'on opérera avec le principe que on ne sait pas quoi faire avec ce temps-là, l'esprit humain qui aime savoir prévoir et qui aime avoir le contrôle sur les choses, il va se dire inconnu égale vide égale risque égale danger.
Et donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va vouloir remplir plutôt que de laisser de l'espace. Donc, même si la décision, c'est avec les 2 heures que je vais me libérer, je vais faire rien, ce qui est faire quelque chose, bah, au moins, on est au clair sur le fait qu'on veut faire ce rien. Tu vois, c'est pas forcément une question de trouver un hobby ou je sais que ça peut faire peur parfois de se dire ouais mais moi j'ai pas de passion dans la vie, j'ai pas de, de truc qui me nourrit énormément donc je sais pas quoi faire. Bah peut-être que juste m'autoriser à faire littéralement rien pendant 2 heures, c'est là que tu pourras te poser des questions de qu'est-ce que j'ai envie de ressentir, quelle est la part de moi peut-être que j'exprimais quand j'étais enfant que j'exprime plus maintenant et avec laquelle je pourrais revenir en contact pour trouver une activité qui me fait plaisir. Euh, mais en tout cas, ça aide aussi à avoir une question qui pour moi est encore plus grande que qu'est-ce que je ferai avec ce temps-là. C'est en gros, qu'est-ce que je gagne à rester la tête sous l'eau. C'est-à-dire, c'est pas qu'est-ce que c'est. Les entrepreneurs vont te dire, ah ben non, rien, je gagne rien, je fais que y perdre, ça me saoule, etc. Sauf que si tu restes submergé, c'est J'ai des forcément gens en tête quand tu dis ça. quoi? T'as des gens en tête? Bah oui. J'ai des gens en tête quand tu dis ça. Eh ben bien Ouais. sûr, on en connaît tous. Mais c'est parce que tout ce qu'on fait, 100% de ce qu'on fait dans la vie, on le fait parce que, consciemment ou inconsciemment, on y trouve un intérêt. Donc, si tu restes submergé, même en te plaignant, même en disant j'en peux plus, j'ai pas de temps, mes équipes me saoulent, j'arrive à rien faire, etc., c'est que tu y gagnes quelque chose. Donc, à toi d'aller creuser pour voir ce que tu y gagnes. Peut-être que c'est le fait de te sentir important, peut-être que c'est le fait de ne pas avoir à déléguer plus, peut-être que c'est le fait de ne pas être heureux dans ta vie de couple et qu'en te noyant dans tout travail, eh ben, au moins ça te donne un focus sur un truc. Enfin, tu vois, il peut y avoir plein de raisons, mais s'il y a quelqu'un qui nous entend et en qui ça résonne, ben, je l'inviterai à aller regarder, en étant honnête, qu'est-ce que tu gagnes à rester submergé. Parce que c'est là que se trouve la clé de la transformation. Ouais. Toi, Fabien, tu parles aussi parfois de people pleasing. Ce côté, au final, ce qu'on y gagne, c'est faire plaisir aux gens aussi. C'est ça, quand dans les grandes tendances, les facteurs aggravants pour se finir débordé, il y a ça aussi, ouais, le people pleasing et avoir tendance à vouloir faire plaisir à tout le monde. On en parle beaucoup quand on parle de marketing. En marketing, une des règles de base, c'est de cliver son audience, c'est de ne pas essayer d'être aimé de tout le monde, mais d'être adoré d'une partie et quitte à être détesté de l'autre. Et pour ça, ben, il faut faire face à la peur de la critique, d'une part. Et puis un autre sous-jacent de cette croyance, c'est la peur de la déloyauté vis-à-vis d'une autorité du passé. Donc ça, c'est un concept qui est très bien décrit dans un bouquin qu'on aime beaucoup, on en parle souvent, hein, qui est Le Grand Saut de Gay Hendricks. Et en fait, c'est quelque chose enfin comment dire, oui, on y est tous à un moment donné passé, à avoir consciemment ou inconsciemment une figure du passé. Donc ça peut être notre environnement amical de notre lycée, hein, parfois c'est un peu loin, mais qui nous limite parce qu'en fait, on n'ose pas leur montrer à eux notre réussite. Et si on devait se retrouver, par exemple, une question qu'on peut se poser, c'est tiens, je rencontre aujourd'hui mon meilleur ami de l'époque, que je continue de voir, est-ce que je vais oser lui dire combien je gagne? Et quand on est entrepreneur, en fait, on s'aperçoit, enfin moi je vois chez mes clients, souvent, ben non, ils n'oseraient pas. Ah, et dans quelle mesure ça me limite dans ma progression du coup? Alors là, je prends l'exemple du meilleur ami, mais on peut prendre l'exemple des parents, hein, tout simplement, ou des frères et sœurs. Et ça, c'est très puissant. Et c'est souvent des choses qu'on a du mal à remettre en cause, on a du mal à faire bouger parce que l'équilibre familial, on parle quand même que d'un bon monolithique. Donc voilà, mettre de la lumière dessus, c'est effectivement encore un axe pour se soulager et baisser un peu la pression, quoi. Ouais. La religion aussi, hein. Et la religion, t'as raison. Toutes les structures qui nous entourent et qui nous pèsent depuis qu'on est enfant. Mais ça, et je suis complètement d'accord avec ce que tu dis, Fab, qu'il y a un truc aussi identitaire qui se joue là-dedans. Euh, et je trouve que ce truc-là, il est nourri aussi par la difficulté à dire non quand on te sollicite. Ça, c'est quelque chose que je vois beaucoup, justement, chez les personnes qui ont cette tendance people pleaser ou qui se disent, si je suis moins présent, si je réponds moins, si je délègue la façon de répondre à travers mon entreprise, etc., je vais perdre le lien avec les autres, ils vont me juger, ou bien si on me propose d'intervenir quelque part, bah, c'est ma responsabilité de le faire, etc. Et donc, du coup, en ne sachant pas poser des limites et en disant oui à toutes les sollicitations, pardon, ce qui se passe, c'est qu'on remplit son agenda et qu'on se retrouve à se défocuser de ce qui est le plus important. Donc, apprendre à poser des limites, qui est pour moi un des skills les plus importants de la vie entière, hein, pas juste de l'entrepreneuriat, ben, autant utiliser, et du leadership évidemment, autant utiliser son aventure entrepreneuriale comme un laboratoire
pour apprendre à poser des limites claires, et notamment avec son équipe. Ça, on pourrait faire un épisode entier de podcast là-dessus sur comment poser des limites avec son équipe et communiquer ouvertement. Mais pour moi, c'est la clé de beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, la communication. Ouais. Je prends des notes. Ouais, note le épisode sur le leadership, franchement. Il y a moyen qu'on se Leadership. régale. Et poser des limites, ouais. Effectivement, dire non, je pense que, pour vous dire, dans mon Asana, j'ai une tâche que je vois tous les jours où je note tous les moments où j'ai dit non, en fait. Ah, c'est bien ça. Ah ouais. Genre je traque ça, ouais, parce que j'ai tendance à vouloir dire oui, enfin, on est tous... Et t'essayes tous les dire jours non. d'avoir un nom de plus? Non, mais je traque ça, enfin, tu vois, c'est juste déjà pour mettre de la conscience dessus, parce qu'on peut vite repartir, dire non à soi-même, dire non aux autres. Aussi, ce que j'ai pu développer, moi, quand même, ces dernières années, c'est demander de l'aide à l'équipe. Enfin, d'être assez vulnérable, et je suis sous l'eau, les gars, les filles, j'ai besoin d'aide sur tel ou tel sujet. Donc ça, j'ai appris aussi à le faire. Et moi, je trouve qu'il y a un truc, vraiment, alors là, c'est en mode hack, et j'ai eu l'occasion d'échanger notamment avec un de nos membres dans le Mastermind 67 sur ce sujet-là qui était vraiment submergé dans plein de côtés. Et je lui ai dit, ok, à la fin de notre conversation, s'il y avait un sujet sur lequel ce n'était plus un problème pour toi et qui te permettrait de respirer, ça serait lequel? Et il m'a parlé d'un sujet qui était, voilà, site internet. Ok, ça prenait beaucoup de bandes passantes, etc. Et je fais, ok, eh bien, on va juste résoudre ce sujet-là. Dans un quart d'heure, 20 minutes, on a discuté de ça. Parce que, en fait, des fois, sous l'eau, juste le fait d'enlever juste un truc parmi toutes les tâches que l'on a, déjà, on se sent mieux. Parfois, et parfois, c'est pas la tâche la plus importante, etc. Et je pense qu'en tant que leader, notamment, par exemple, quand on a ces équipes submergées, c'est de se dire, ok, mets-moi sur la table les 3 sujets qui te préoccupent le plus et tu les enlèves de ta liste, je m'en occupe. Quand la personne elle a 50 sujets. Bah ça, quand pour la personne qui est managée, en fait, c'est ok, je respire. Alors, faut pas le faire tout le temps, parce que sinon on récupère le boulot de son équipe. Mais en tant que leader, justement, c'est juste clé de savoir que le collaborateur, il a une soupape de sortie quoi, de cet acabit-là. Et le collaborateur peut reprendre la tâche par la suite. Parce qu'en fait, bien souvent, En fait, c'est ce le qui se simple passe. fait d'avoir pris la bouffée d'air, d'avoir mis de l'ordre et de la clarté dans tout ça, 2 jours après, il peut reprendre la tâche, ce qui va mieux. Ouais. C'est un peu comme les pompiers diront, ok, quand il y a un accident, il faut sécuriser la zone. Mm. Bah déjà, quand on est submergé, on s'en rajoute pas sur le Ouais. feu, quoi. On sécurise la zone et on essaie de voir, voilà. Et je pense que la boucle est bouclée avec ce que tu viens de dire là par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur, la croyance d'un CEO, c'est comme ci ou comme ça, et je dois enchaîner pour être un CEO respecté. Ça, demander de l'aide à ses équipes, ça veut dire qu'il y a un travail à faire pour ancrer la croyance plus saine de je peux être vulnérable, humain, dépassé et être un très bon CEO. Et du coup, quand on arrive à cultiver ça et à en parler à ses équipes et à chercher du soutien, forcément, tout le monde est mieux là-dedans. Parce que les collaborateurs se sentent aussi plus utiles, ça humanise le leader CEO, ça permet de créer de la confiance, ça permet de renforcer les liens de l'équipe, mais pour ça, tout part du leader. Parce que si le leader n'insuffle pas cette culture-là, il est probable que les collaborateurs eux-mêmes ne prennent pas l'initiative d'aller la challenger. Et pour ça, tout part de sa capacité à mettre de la lumière sur ses petits moteurs internes Mhm. et ses petits fonctionnements. Et quand je dis petit, c'est pas péjoratif, hein, c'est toutes les petites choses qui font qu'on est qui on est. Et pour ça, il est indispensable qu'il soit coaché. Voilà, c'est QFD. On en arrive toujours à la même conclusion. Pourtant. Faites-vous coacher. Ils se sont concertés. Bah écoutez, je crois qu'on s'est fait un bel épisode de sortie de cette série qu'on vient de passer ensemble, Raphaël et Fabien. Merci encore, on en fera certainement d'autres. Si vous voulez creuser sur qui sont Fabien, Matt avec 2 T et Raphaël Torel, vous pouvez aller voir Avec Fabien, un seul c'est T. le podcast avec un seul T. Fabien, on peut te retrouver sur ton Insta, fabien.mat et Raphaël sur raphaël.torel aussi sur Instagram. Voilà, et nous, dans quelques jours, on va s'apprêter à accueillir notre prochaine rencontre du Mastermind 67. On sera du côté de Lens. Yes, J'ai dans le hâte. Nord. Dans le Nord, exactement. Et voilà, comme à chaque rencontre, on va justement sortir quelques entrepreneurs qui sont la tête sous l'eau en ce moment. On va leur permettre de gagner en clarté, d'aller travailler leur petit moteur interne
Et vous aussi, hein, qui nous écoutez, si vous sentez qu'il est temps là, d'adresser sérieusement ce sujet de vous êtes au four au moulin, vous en pouvez plus, vous avez besoin de respirer, on est toujours à votre disposition. Alors évidemment dans les masterminds si vous souhaitez nous rejoindre, et puis même déjà sur Instagram, sur LinkedIn, si vous voulez qu'on engage une conversation ensemble pour essayer de comprendre ce qui se passe, ça sera avec grand plaisir de le faire. Voilà, merci Fabien, merci Raphaël, et puis je l'espère à une prochaine. Merci Romain. Avec grand plaisir.